Séparation entre l'État et les religions, impartialité, neutralité vis-à-vis des religions. Mais pourquoi semble-t-il si difficile aujourd'hui d'appliquer sur le terrain au quotidien les principes de la laïcité? Bienvenue dans Toutes les France. Toutes les France exceptionnelles depuis l'Institut du monde arabe avec nos invités. Jacques Log, bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation, ancien ministre de la Culture et vous êtes aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe où nous sommes aujourd'hui pour Toutes les France exceptionnelles. Merci d'être avec nous. Merci. De l'autre côté de notre plateau, Médine, vous êtes rappeur, artiste et votre clip, votre chanson Don't Laïque fait un tabac sur Internet avec près d'1 million de visionneurs aujourd'hui pour ce Don't Laïque dont on va parler. Évidemment, vous y parlez de laïcité. Rachid Benzine, vous êtes islamologue, professeur, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Il y a déjà une dizaine d'années, et on aurait dû le lire plus attentivement, Les nouveaux penseurs de l'islam et le Coran expliqué aux jeunes. Et François Durper, en face de vous, qui sera désormais notre chroniqueur dans Toutes les France. François Durper, vous êtes maître de conférences, spécialiste des sciences de l'éducation. Vous êtes à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez écrit de nombreux ouvrages également. Et on va se citer aujourd'hui La fin de l'école que vous avez coécrit très récemment. Merci d'être avec nous. Jacques Lang, vous êtes aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Cette fonction a pris une dimension particulière depuis les attentats qui ont endeuillé la France. Oui, je pense que la dimension particulière, elle est née aussi de l'histoire de cet institut, qui a été conçu dès l'origine comme un pont entre le monde arabe et les autres mondes, et réciproquement. Oui, on peut dire cela, mais en même temps, chacun dans cette période apporte sa pierre ou sa manière d'être face à de tels événements. Ici même, nous n'intervenons pas dans la vie intérieure, politique en tout cas. C'est un institut international. Mais en même temps, c'est vrai que... Mais c'est pas nouveau que ici, c'est un lieu de dialogue, de rencontre, d'échange, parfois vif. Les intellectuels de toutes obédiences, les représentants de divers États peuvent librement échanger. C'est une maison de la réflexion. Et dans cette période que nous vivons, je crois que l'ennemi principal, c'est quand même l'ignorance, c'est la méconnaissance, ce sont les préjugés, c'est le mépris de l'autre. Et l'Institut du monde arabe, avec beaucoup d'autres, essaye au contraire d'exalter l'idée de respect et de tolérance. Vous êtes attaché également à cette France arc-en-ciel que nous célébrons aussi dans cette émission. Et nous allons, dans le cadre du thème principal, quelle laïcité aujourd'hui, écouter un certain nombre de jeunes, notamment dans la ville de Toulouse, qu'a rencontré Khalidou Si. Regardez. Cette semaine, le mot qui fait l'actualité est laïcité. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'aucune religion que les religions justement se distinguent, mais elles sont toutes égales. La liberté que chacun puisse avoir pour pratiquer sa religion et vivre sa religion pleinement. Quand je pense à laïcité, je pense à mélange, à aussi partage de culture. Moi j'ai des amis qui sont juifs, athées ou protestants. Et moi, ils me respectent et moi, je les respecte. Pour moi, c'est ça la laïcité. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est le fait de ne pas montrer son appartenance religieuse en public, mais de pouvoir l'exercer quand on veut en privé. C'est la capacité à vivre avec tout le monde en tolérant les religions des autres. En France, il y a une certaine discrimination des chrétiens. On comprend pourquoi, vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très ouverts. C'est quand l'État ou le pouvoir politique, de manière plus générale, ne reconnaît aucune religion. Mais c'est important également de définir la laïcité parce que la séparation de l'Église et de l'État ayant en France depuis 1905, il n'y a aucune définition consensuelle de la laïcité. Le mot laïcité n'est même pas dans la loi de 1905.
et dire que François Hollande a annoncé la mise en place d'une journée de la laïcité le 9 décembre, quand je vois toutes ces réponses, je me dis que c'est pas gagné. C'est pas gagné, Khalid-Houssi, merci. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'étudiants qui nous ont rejoints, qui vont poser des questions tout au long de cette émission parce que eux aussi, elles aussi, aimeraient comprendre ce qu'est cette laïcité dont on parle tant aujourd'hui. François Durper, tentative de définition, on n'y arrive pas forcément. On a vu ces étudiants maintenant qui, chacun, a sa perception de la laïcité. Il y a une définition très simple, c'est le fait pour l'État de ne pas être accolé à une religion officielle. Voilà, c'est un principe très très simple. Alors, en France, il y a un nom, c'est Ferdinand Buisson. Il y a une date, c'est 1905, et il y a un régime, la Troisième République. Maintenant, une fois dit ça, il y a deux traditions laïques. La première tradition laïque, c'est une tradition de respect de toutes les croyances. Et donc là, l'État, c'est pour mission de faire cohabiter ces croyances, y compris dans l'espace public. Et il y a une deuxième tradition, un peu plus pessimiste, de méfiance contre les croyances, en disant, on ne va pas pouvoir s'entendre parce que les croyances, ça sont un peu prosélytes, donc on va les mettre en dehors de l'espace public. La première tradition, elle est incarnée par un pays, les États-Unis, avec une première définition de la laïcité, 1791, 114 ans avant la loi de 1905. Donc aux États-Unis, vous pouvez avoir un président qui jure sur la Bible, un représentant, c'est-à-dire un député, Cass Ellison, en 2006, loin de l'exception française, sur le Coran. Il jure sur le Coran, lui. Tandis que la France, deuxième tradition, elle est beaucoup plus stricte, parce que l'histoire des États-Unis et l'histoire de la France sont très différentes. Les Américains ont fui l'Angleterre pour des raisons religieuses et donc ont construit un espace pour préserver la religion de la tyrannie de l'État, alors que la France, c'est l'inverse. Fille aînée de l'Église, les Français républicains, eux, ont construit un espace pour préserver l'État de la tyrannie du religieux. Alors, définition, aujourd'hui, que se passe-t-il, Jacques Lang? Pourquoi est-il si difficile d'appliquer ces principes? N'exagérons pas, c'est pas si difficile. Il y a des excès, il y a des abus, il y a des malentendus, il y a des ignorances. Mais ce que vous venez de dire à l'instant me paraît assez juste. Peut-être qu'il faut rappeler quand même que, historiquement, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État intervient dans un contexte politique particulier. À cette époque-là, l'Église catholique, pour ne pas la nommer, domine la vie politique, la vie sociale. Elle est présente partout. Et surtout, pour les républicains, l'Église catholique, pour l'essentiel, est assimilée aux anti-républicains. Donc c'est un combat qui a été un combat moral et politique. L'on souhaitait que l'Église catholique, qui, sauf quelques exceptions, a été très liée au pouvoir dominant, à la monarchie antérieurement, qui a combattu la République, soit complètement dissociée de la République et de l'État. Donc ça, c'est la première raison, c'est une raison profonde qui est liée à l'histoire de la France. Et je ne sais pas si ça nous gêne, ce bruit. Non, non, ça nous gêne absolument. On va peut-être entendre une question des étudiants qui sont là. Mais c'est la première acception. Hein. Mais monsieur a parfaitement indiqué d'autres aspects. Non, deux mots. Le paradoxe français, c'est que d'un côté, il y a cette affirmation et revendication de séparation entre les religions et l'État. Alors, c'est appliqué comment? Peut-être qu'on va en parler. Et en même temps, il y a dans notre pays, sauf certaines périodes, il y a un respect réel des croyances et des religions. Naturellement, il y a aussi les discriminations, il y a aussi tout cela, mais nous en parlerons. Tout à fait. Question, mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Whitley, je suis étudiante en deuxième année en économie et gestion d'entreprise. Oui. Ma question est la laïcité, pourquoi elle est facteur de division aujourd'hui? Je n'entends pas ce qu'il dit. Pourquoi la laïcité est-elle facteur de division aujourd'hui au sein de la société française? On vit aujourd'hui ces débats autour de la laïcité. Rachid Benzine, vous vous dites en somme que nous sommes face à deux sacralisations. Oui, en tout cas, en ce qui concerne cette définition de la laïcité, on vient de le rappeler, le problème, c'est les usages de la laïcité. C'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre d'accord sur une définition de la laïcité, parce qu'il y a des imaginaires de la laïcité qui sont là et qui sont entrés en conflictualité. Et le mot laïcité devient un usage, un mot magique pour essayer d'aborder tous les problèmes que nous avons. Et je dis souvent que le mot laïcité est à l'islam en tout cas, est aux frères musulmans ce qu'est l'islam. C'est-à-dire que les frères musulmans disent l'islam est la solution. Et en France, on est en train de dire la même chose. La laïcité est la solution. Vous voulez dire en quelque sorte qu'on crée une religion laïque?
on crée une religion laïque, on crée une sacralité laïque, puisque normalement la question je dirais de la laïcité, elle vient remplir un vide qui ne doit être occupé par personne. L'État se doit d'être laïque, mais la société neutre, même si la neutralité n'existe pas. La neutralité, juridiquement, ça peut exister, mais dans la réalité, cela n'existe pas. Et la laïcité, elle repose sur 3 fondements. D'abord, la liberté de conscience, la liberté de culte et l'idée de la séparation du religieux et du politique. Mais quand nous regardons la réalité, nous voyons qu'il y a beaucoup de relations entre, je dirais, pour aller très vite, entre les églises et l'État. Et il y a des régimes de laïcité. La laïcité, par exemple, à Paris, n'est pas la même qu'en Alsace, n'est pas la même qu'à Mayotte. Et donc, il va falloir à un moment clarifier cette idée de la laïcité. Donc, le fait que ça ne soit pas clair est la source de division pour répondre à la question? Oui, mais en même temps, parce que la société française s'est construite sur l'unité nationale, sur l'unité linguistique, et qu'elle ne sait absolument pas faire avec la notion de la diversité. La diversité, nous ne savons pas faire. Et donc la diversité, notamment la présence de l'islam dans l'espace public, la conflictualité que ça peut poser en termes de visibilité, ça nous ne savons pas faire, d'autant plus que nous sommes devenus des analphabètes au niveau de la culture religieuse. Alors, Medine, c'est un peu le sujet de votre clip, ce que dit Rachid Belzine en quelque sorte. Pourquoi cette chanson Don't Like? Alors d'abord, sur la question qui est posée, quelle laïcité aujourd'hui, je crois que ce qui parasite et qui brouille un peu le débat, c'est tous les qualificatifs que l'on va mettre autour de la laïcité. On parle de laïcité ouverte, de laïcité stricte, de laïcité identitaire, ce qui est diagnostiqué par M. Bobéro. Voilà, donc il y a Vous parlez de laïcisme vous-même? Moi, je parle de laïcisme, mais d'autres en ont parlé avant moi. Edoui Plenel en a parlé dans son bouquin pour les musulmans. Voilà, il y a une dérive laïque aujourd'hui qui s'opère à travers tous ces qualificatifs. Et plutôt que d'aller chercher des qualificatifs pour renforcer la laïcité, pourquoi ne pas revenir au texte originel? Pourquoi ne pas revenir au sens de la lettre et de l'esprit de cette laïcité? C'est ce que je pense qui est le plus judicieux à faire en ces périodes de troubles. Alors judicieux, mais c'est pas aussi de manière aussi soft que vous abordez la question dont dans votre clip, Don't Like, dont on va voir un extrait maintenant. Regardez. Ils connaissent la loi, on connaît la juge. Pas de signe ostentatoire, pas même la croix de Jésus. Je suis une djellaba à la journée de la chute. Islamo, Kaira, c'est ma prière de rue. T'as pas peu dans ce pays, c'est Don't Like. Ton voile, ma sœur, dans ce pays, c'est Don't Like. Ta foi n'est que dans ce pays, c'est Don't Like. Madame, monsieur, votre couple est Don't Like. On ira tout son paradis, on ira tout son paradis, Inch'Allah. On ira tout son paradis, on ira tout son paradis, enfin seulement ceux qui... Elle est perçue un peu comme une agression, la laïcité, pour vous, quand on regarde un peu votre clip? Ce n'est pas la laïcité qui est une agression. Au contraire, je pense que c'est une partie de la solution, la laïcité. Maintenant, ce qui est une agression, selon moi, sur le fait religieux et sur la présence religieuse en France, et particulièrement sur la communauté musulmane, c'est cette dérive laïque. Ceux qui se drapent dans le manteau de la laïcité pour exclure une partie de la population. On le voit à travers de nombreux cas. En 2014, on a pu le voir à travers la présence de crèches dans les municipalités. Donc là, ça ne concerne pas que l'islam, mais aussi sur l'affaire de Wissou Plage, où 3 jeunes femmes voilées ont été exclues d'un endroit public parce qu'elles étaient voilées, sur le simple critère et fait qu'elles étaient des musulmans. Donc il y a tout un tas de dérives de personnes qui utilisent la laïcité pour en faire un objet d'exclusion. C'est cela le problème. Et dans le morceau que l'on vient de voir, il y a toute une partie que souvent on occulte, c'est que le morceau se termine par un exorcisme de la laïcité. C'est que moi-même, en tant qu'homme de foi, eh bien, je me propose d'exorciser la laïcité de ces démons actuels, de ceux qui parasitent le débat. C'est ça qu'il faut retenir de ce morceau. Les démons de la laïcité, Jacques Lang? Je crois que non, tout ce qui est dit est juste et en même temps mérite, selon moi, d'être précisé autour de 2-3 idées simples. Premièrement, je le répète, et je crois que vous avez employé le mot, la laïcité, c'est la neutralité. C'est que l'État doit rester neutre vis-à-vis des religions. Bon, et en gros, c'est à peu près respecté. Dans la pratique, c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Mais, là où vous avez raison, c'est que la neutralité ne veut pas dire l'atteinte à la liberté ou la discrimination à l'égard d'une religion ou d'une croyance. Et de ce point de vue, pardon de revenir à l'histoire, et pour poursuivre ce que vient de dire Mehdi
à l'instant. La loi de séparation de l'Église et de l'État, en réalité c'était l'Église catholique, était liée ou est liée à une situation historique particulière. Un contexte. À l'époque, l'Église, la religion dominante, sinon exclusive, c'était la religion catholique, qui s'immisçait dans la vie politique, dans la vie administrative, dans la vie sociale. Et vous évoquiez à l'instant la religion musulmane. C'est vrai que la religion musulmane était peu présente sur le territoire national. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peu visible. Pardon? Peu visible, je pense. Non, peu présente, sauf, pardon, excusez-moi de préciser, peu présente, sauf dans les colonies. Sauf là où il y avait le régime colonial français. Non, mais Médine parle de visibilité, c'est-à-dire ces manifestations. Non, mais attends, il faut être précis. Moi, je suis un juriste, donc je suis précis. Je ne suis pas un poète, malheureusement. Malheureusement. Ni un artiste, malheureusement. Mais à ce moment-là, les musulmans étaient principalement dans les territoires occupés par la France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et puis, les temps ont évolué. Aujourd'hui, c'est la deuxième religion du pays. Ce n'était pas le cas en 1905. C'est plusieurs millions de personnes. Et d'ailleurs, ici même, à l'Institut du monde arabe, j'ai organisé, pour saluer cette grande religion qui est l'islam, une manifestation sur le pèlerinage de la Mecque. Et hier, en présence du Premier ministre, nous avons souhaité, et de la présence Leïla Myriam au nom du roi du Maroc, nous avons souhaité reconnaître et décorer 3 personnalités, un rabbin, un imam et un évêque, l'évêque d'Évry. Donc vous tenez compte de l'évolution de la société française? Mais c'est-à-dire, en réalité, je tiens compte, c'est-à-dire que pour moi, la liberté est indissociable de la République. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté d'être. Simplement, pardon, je reviens encore à l'histoire. Et là, j'ai un point de vue politiquement pas très correct. La loi de 1905 interdit, par exemple, ou ses conséquences interdisent que l'État apporte une contribution à l'exercice du culte. Contribution financière. À ce moment-là, les églises étaient riches. L'Église catholique était riche. Elle avait des monastères et des églises et des cathédrales. On en voit ici l'une, celle de Paris. Mais les musulmans n'avaient pas de lieu de culte. Donc j'estime, là c'est un point de vue personnel, que ce ne serait pas dérogé à la loi de 1905 que de permettre concrètement aux municipalités, éventuellement à l'État, d'apporter une contribution à l'exercice du culte musulman en particulier, qui est devenu, je le répète, la deuxième religion du pays. Alors cette deuxième religion du pays pose question notamment dans le milieu scolaire, Rachid Benzine. Il semble aujourd'hui que des élèves refusent en tout cas ou ont des réticences à leur voir appliquer les principes de laïcité et parler par exemple du fait religieux comme un fait simplement historique en invoquant aussi le fait que c'est blasphématoire, que ça désacralise ce qui, pour eux, est sacré. En tout cas, Jacques Lang, tout à l'heure, parlait de la notion des ignorances et de ce choc des ignorances. Et ce choc des ignorances, il est bien partagé dans la société française. C'est-à-dire que, à la fois, nous avons des jeunes Français de confession musulmane qui ne s'appuient sur aucune tradition religieuse, qui méconnaissent complètement leur tradition religieuse, puisque cette tradition religieuse a éclaté et que nous avons aujourd'hui un bricolage identitaire. Ça, c'est la première des choses. Ne connaissons pas les sources et il y a un véritable déficit d'histoire en ce qui concerne l'islam des origines. Et j'ai souvent l'habitude de dire, faute d'histoire, on se raconte des histoires et on fait des histoires. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Et ce n'est pas la question du fait religieux ni de la laïcité qui va arranger ça. C'est véritablement d'inscrire à la fois dans l'identité narrative du roman national français la présence de cette population dans sa culture, dans ce qu'elle a pu apporter dans la contribution de la civilisation. Ça, c'est un élément qui est très important. Ça s'appelle la notion de la reconnaissance. Être reconnu, c'est très important. Et les gens qui souvent créent des problèmes, c'est parce que quelque part, ils ne sont pas reconnus. Ensuite, il va falloir former, je dirais, les professeurs. Et ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans les universités françaises, on a beaucoup appuyé sur la science politique et la sociologie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la France avait des départements d'études orientales ou d'études arabes. Aujourd'hui, ces départements-là n'existent plus quasiment. Et donc, on a de moins en moins de professeurs qui puissent lire les sources
traditionnelle musulmane avec l'arabe classique pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, nous avons un vrai déficit en termes de connaissances et c'est pour ça qu'un certain nombre de jeunes fantasment complètement sur l'origine et ils ne savent pas ce que c'est qu'une figure. Finalement. Oui, ce que c'est qu'une figure, ce que c'est qu'une représentation et même l'idée du sacré, l'idée du blasphème. Mais si à l'école qui est là où on apprend l'attitude critique, parce que la laïcité, c'est aussi, je dirais, un travail critique de l'esprit. C'est pas simplement un aspect juridique, elle est le produit de la modernité. Et la modernité, elle introduit quand même une rupture qui est fondamentale entre la raison, pour aller très vite, la raison religieuse et la raison philosophique. Alors justement, comment s'en sortent ces professeurs? Eh bien, ils tentent de se débrouiller. Regardez. Vous allez dire ce que je dis. Pour parler de laïcité, ils sont en première ligne. 3 professeurs d'histoire-géographie, 3 façons de faire pour défendre la tolérance et les valeurs de la République. Écrivez-moi quelque chose de court, mais de franc, sur ce que j'ai pensé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Arnaud Denégé, 35 ans, enseigne dans ce lycée à Beauvais, dans l'Oise, depuis une dizaine d'années. Sa méthode, faire parler les élèves, entendre tous les points de vue, quels qu'ils soient. Je ne suis pas Charlie, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que les terroristes ont fait, mais la caricature qu'ils ont fait sur l'islam, je ne pense pas que ce soit normal. Je pense que tuer pour ces dessins, c'est injuste. Dans la classe, 2 élèves condamnent les caricatures, même si Ahmed, en 5e, a du mal à expliquer pourquoi. Moi déjà je suis pas Charlie parce que je pense que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est une religion, c'est sacré, faut pas attaquer une religion par des caricatures. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de faire une caricature? Je sais pas vraiment, mais je pense que c'est pas bien. J'en ai jamais lu d'écrits qui disent que c'est pas bien, mais d'après moi c'est pas bien. Donc toi tu répètes ce que tu as entendu, d'où tu sors finalement ta propre conviction à toi? Déjà sur les réseaux sociaux. Attention aux préjugés. Certains ados vont donc puiser leur culture religieuse sur Internet, avec le risque d'avoir une connaissance approximative de leur propre religion. Pour leur répondre, Arnaud Denégé s'appuie sur l'histoire. Je peux comprendre que certains élèves considèrent que je vais là sur un terrain où je n'ai pas le droit d'aller. On essaye de faire comprendre qu'il y a l'histoire et il y a la croyance. Il y a la liberté de croyance et il y a la vérité historique, basée sur la méthode du prof d'histoire géo. Travailler sur les sources, travailler sur les textes. Dans ce collège de Seine-et-Marne, en zone sensible, la moitié des élèves sont de culture musulmane et les enseignants ont dû faire des heures de pédagogie pour désamorcer les tensions. Tournez-vous, regardez la surprise. Ce professeur d'histoire s'est servi du petit journal qu'il réalise depuis 10 ans avec ses élèves. Qu'est-ce que vous pensez du titre? Ce dernier numéro est entièrement consacré à l'attentat contre Charlie Hebdo. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ton article sur l'islam? Ce qu'ils ont fait, c'était pas une attitude de musulman, que le prophète, avec tout ce qu'on lui a fait, c'était pire que des dessins, il s'est jamais vengé. On regarde un petit peu les dessins. Croyance, laïcité, pour Jean-Riyad Kechaou, les incompréhensions ne datent pas d'hier. En quelques années, il a vu monter la colère de certains élèves musulmans. C'est des élèves qui ont grandi en ressentant la laïcité comme une attaque de leur religion. En pensant que la laïcité était finalement une remise en cause de leur religion, avec ces affaires sur le voile, les affaires sur la viande halal, sur les prières, sur le fait que leur maman ne pouvait pas faire les sorties scolaires avec eux quand ils étaient à l'école primaire. Ça a beaucoup joué, toutes ces choses-là. Dans la classe d'à côté, Olivier Gomez enseigne l'histoire depuis 4 ans. Il a lui aussi passé beaucoup de temps à organiser des débats avec ses élèves. Pessimiste, ce qui l'inquiète, c'est l'impuissance de l'école face aux plus radicaux. Je pense que ce n'est pas une heure d'éducation civique, ce n'est même pas les heures d'éducation aux faits religieux que l'on peut avoir en 6e ou en 5e, ce n'est pas les quelques débats qu'on peut avoir avec les élèves qui vont avoir un impact définitif et qui vont complètement changer les choses. Les élèves de ce collège, mais je suppose d'autres collèges, sont confrontés à une multitude de discours, ont des sources d'informations multiples, n'ont pas toujours la réflexion nécessaire ou n'ont pas suffisamment ancré les connaissances pour pouvoir, je dirais, tirer entièrement parti de ce qui s'est fait ici. Il faudrait d'abord, dit-il, aider ces jeunes, en français notamment, car dans sa classe, sur 25 élèves, 10 n'ont pas le vocabulaire minimum pour comprendre des notions complexes comme république et laïcité.
François Durper, la question de la laïcité est centrale aujourd'hui à l'école. Un certain nombre de mesures ont été prises, notamment par le gouvernement, pour enseigner la laïcité. Les professeurs semblent sceptiques. Est-ce qu'une heure suffira? Est-ce qu'on peut vraiment enseigner ces principes? Est-ce que ce n'est pas une pratique et une construction à long terme? Vous avez raison, c'est pas une transmission, c'est une construction. Ça veut dire que la laïcité n'est pas centrale aujourd'hui dans l'école. Même d'une phrase, je dirais qu'il n'y a même pas de place pour le vivre ensemble dans l'école de la République aujourd'hui. Les emplois du temps sont surchargés par des matières, le français, les mathématiques, l'histoire géo. Et ce que vous avez filmé là, c'est 1% du temps scolaire. Il faut bien s'en rendre compte. Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que là, ce qui est fait très très bien, c'est des débats avec les enfants. On écoute ce qu'ils ont à dire, on échange avec eux. C'est comme ça qu'on construit les valeurs. Et donc, il faudrait évidemment que ça soit beaucoup plus souvent. Et la deuxième chose, c'est que le contexte, on le voit bien, a complètement changé depuis 1905. Vous l'avez dit tout à l'heure, 1905, c'est une institution, l'Église catholique, qu'il faut déraciner. Aujourd'hui, c'est une religion d'enfants, de familles. Donc ça touche à l'identité dans une société multiculturelle. Utiliser presque le même mot pour ces deux réalités historiques, c'est presque déjà un problème. Et enfin, la troisième chose, c'est la lisibilité, la clarté de la laïcité. Je vous ai dit, au départ, il y a deux laïcités. Une laïcité qui refuse toutes les croyances ou une laïcité qui accepte toutes les croyances. Modèle français, modèle américain. Le problème, c'est quand on est entre les deux. Et c'est là qu'il y a des remarques des enfants, je les ai au quotidien, des enfants qui disent « mais alors pourquoi il y a une crèche et pourquoi il n'y a pas un foulard ?» Alors on leur dit « attention, la France est laïque, mais elle est de tradition catholique ». C'est ce que Bobéro appelle la catho-laïcité. Deuxième exemple, on va, le 11 janvier, vous vous rappelez, après cette manifestation, les enfants disent « pourquoi on voit le président ou le Premier ministre avec une kippa dans une synagogue ?» Et donc disent il y a un deux poids, deux mesures. Et ça c'est quelque chose qui, pour les enfants, ils comprennent pas. Ils disent qu'est-ce que c'est exactement la laïcité? Est-ce que accepter toutes les religions ou c'est refuser toutes les religions? Alors question d'Anès, bonjour. Bonjour, donc Anès Garouche. Moi-même en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas approfondir l'enseignement du fait religieux proprement dit? Voilà, pour la formation des enseignants. Jacques Lang. Merci de cette question et parfois c'est un peu décourageant. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale en 2000-2002, j'avais demandé à Régis Debray un rapport sur l'enseignement du fait religieux. Excellent rapport qui a été publié à l'époque chez Odile Jacob et que je vous recommande. Je crois qu'on ne le trouve plus aujourd'hui, mais dans la bibliothèque certainement, où je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Et j'ai mis en application ce rapport parce qu'il est absolument anormal que le fait religieux ne fasse pas partie tout simplement des enseignements normaux dans le cadre des horaires normaux. Pas besoin de créer une matière spéciale, en effet. Mais le fait religieux, c'est l'enseignement de l'histoire. Comment peut-on, même si on ne prend que la religion catholique, comment peut-on enseigner l'histoire de l'art sans raconter le fait religieux catholique ou les guerres de religion? Ceci pour dire que votre émission de ce point de vue est excellente, où elle montre que finalement les professeurs, pas tous, les élèves, pas tous, les parents, pas tous, mais globalement manquent de quelques repères, de quelques indications claires et simples sur ce qu'est la laïcité, sur ce qu'est l'histoire. Nous avons besoin aujourd'hui d'une plus grande clarté, d'une plus grande rigueur, d'une meilleure formation des maîtres aussi. Une deuxième chose que je veux dire absolument, j'aurais dû dire plus tôt, mais c'est vrai aussi que par ailleurs, la laïcité, moi je suis laïque, c'est-à-dire respectueux de la neutralité. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas constater que la laïcité, qui est une notion qui normalement est neutre, est utilisée en vérité par certains, l'extrême droite, c'est une évidence, mais d'autres hommes politiques ou journalistes, pour en vérité dénoncer l'islam, pour organiser une discrimination à l'égard de l'islam. C'est une évidence. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs à créer la confusion générale, à donner le sentiment aux musulmans que la laïcité est leur ennemi. Que la laïcité, c'est simplement un cadre pour vivre ensemble et respecter
respecter les religions de chacun. Alors Médine, est-ce que vos fans pensent comme Jacques Lang, que la laïcité est un cadre, ou en vous écoutant, ils pourraient penser que la laïcité est contre eux, contre leur religion, contre leurs croyances? Je ne sais pas ce que les auditeurs pensent. Oui. En tout cas, il y a vraisemblablement un vrai débat. Un peu votre public? Oui, là je le connais pour le rencontrer en concert, et puis pour lire aussi le fil d'actualité, les commentaires. Ça se boxe énormément. C'est très très violent. Ça peut parfois aller jusqu'à la virulence. Mais si on parlait de méthode, clairement, pour répondre aux professeurs, je crois qu'on n'impose pas la laïcité. Il faut la faire épouser, et il faut peut-être la diluer dans dans toutes les autres disciplines. On parlait tout à l'heure de ce qu'était la laïcité. Je crois que c'est la non-discrimination. Je crois que c'est l'égalité homme-femme que l'on peut retrouver dans plusieurs disciplines. Rachid parlait tout à l'heure du sens critique, et c'est ça l'esprit de la laïcité. Et avant de vouloir intimer le texte comme une injonction ou de le faire apprendre par cœur, il y a peut-être aussi une séduction à amener en rappelant ce qu'est la laïcité dans son esprit. Et les débats que l'on a ici, eh bien, on les a aussi dans mes concerts, on les a aussi dans mes réseaux sociaux. Oui. Toujours est-il, c'est que par la provocation, par l'art, par la subversivité, par la transgression, on arrive à faire les présentations d'un débat qui est plus que salutaire, je pense. Alors, que disent les réseaux sociaux et les sites internet sur la question et sur ce débat sur la laïcité? C'est le Web 100 balles préparé par Samir Sabi. Depuis les attaques qui ont endeuillé la France en janvier dernier, le débat sur la laïcité et les questions religieuses occupe toute la toile. En première ligne, l'État qui tente de ranimer ce principe à coups de tweets en direction des élèves, mais aussi des parents, proposant par exemple à chaque rentrée scolaire de signer une charte de la laïcité. Ce qui, une nouvelle fois, pose la question du passage de la théorie de ce principe à la pratique. Pour faire émerger la laïcité, il va falloir empiéter sur d'autres droits, tels que le droit à l'expression. C'est compte tenu du principe même de la laïcité qui est, j'allais dire, à géométrie variable. En effet, estime cet enseignant dans les colonnes de Mediapart, la laïcité ne peut assurer l'unité du peuple que si elle est promue comme un principe politique rationnel. Chacun y va donc de son analyse et de sa propre définition de la laïcité. Pas de question autour de la religion dans les écoles pour cet internaute. Au contraire, pour cet autre, il faut en parler afin de limiter les dérives religieuses. Chez nos voisins belges, les élèves de primaire ont le choix entre suivre des cours sur le fait religieux ou des cours de morale laïque, un moment particulièrement apprécié des élèves qui peuvent ainsi s'exprimer librement. Comme on est en classe avec le professeur, et ben là c'est lui qui dit, et alors nous en principe on ne peut pas vraiment revenir sur sa parole. On trouve des réponses à des questions qu'on se posait sans s'en rendre compte. Pour ceux qui utilisent beaucoup la violence et tout, quand on parle à la morale, on sait qu'on ne doit pas être violent avec les autres. Mais s'agit-il là d'une démarche laïque ou citoyenne? C'est la question que pose ce commentateur sur le forum de l'Obs. Il n'y a pas de laïcité sans l'enseignement de toutes les religions. En revanche, écrit-il, les lois qui encadrent le vivre ensemble relèvent de l'éducation à la citoyenneté. La laïcité, c'est alors la séparation de l'éducation religieuse d'avec l'enseignement général. Séparation de la religion et de l'État, dites-vous? Les internautes s'en amusent et publient des vidéos dans lesquelles nos politiques ont souvent, eux aussi, une interprétation très personnelle de la laïcité. Nicolas Sarkozy qui se signe, François Hollande portant la kippa, Christine Boutin voilée. Des internautes amusés d'une part, tandis que d'autres s'inquiètent de voir la laïcité devenir un rempart contre l'islam et les musulmans en France, un prétexte à des remarques. D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité sinon des musulmans? C'est ça le problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. À des actes. Une confusion qui pourrait mettre à mal, selon plusieurs internautes, l'héritage du 11 janvier dernier. Imagine all the people living for today. C'est pour le moins entendu sur le web. Question d'un autre étudiant présent avec nous. Bonjour. En sciences politiques. Ma question était si, puisqu'on a besoin de s'éloigner du laïcisme qui est devenu ainsi par la laïcité et de l'essentialisme, est-ce qu'il ne faut pas
réformer les textes de loi qui forment la laïcité française afin qu'elle soit mieux adaptée à la société d'aujourd'hui. Merci. Les textes de loi, mais ils sont pas très longs, les textes de loi. Est-ce qu'il faut les changer? Alors, François Durper, puis Jacques Lang. La Constitution. C'est étonnant d'ailleurs, en sachant que la laïcité française est plutôt pessimiste, en disant qu'il faut faire attention aux croyances. La Constitution, ce sont des principes. C'est l'inverse. La Constitution française dit la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances. Le respect de toutes les croyances. Il n'y a même pas la notion de séparation dans la Constitution de 1958. Donc c'est pas une question de changer les textes de loi, c'est une question d'appliquer les textes de loi. Jacques Lang. Ce que vous dites, je pense, appelle une réponse, je dirais, simple. Il faut en effet que les pouvoirs publics, les différents responsables se mettent d'accord autour, disons, de quelques définitions simples, celles que nous évoquons ensemble aujourd'hui, pour que la confusion des esprits soit dissipée. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de malentendus ici ou là. Est-ce que c'est pas le rôle de l'Observatoire de la laïcité actuellement? Par exemple, organisme que j'avais moi-même créé, c'est ça qui est décourageant. J'avais créé ça il y a 14 ans, ça a été supprimé, c'est reconstitué, etc. Qu'on en finisse, c'est qu'on établisse des règles, pas des règles, un texte simple, pas un texte de loi, c'est pas la peine, mais un texte simple, qui essaierait au fond, à partir de ce que nous venons de dire aujourd'hui, qui me paraît empreint par le bon sens, de dire que la laïcité, c'est la séparation, la neutralité de l'État. Deuxièmement, c'est le respect de la liberté de croyance. C'est la non-discrimination, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est bien la pratique qui pose problème, ce ne sont pas forcément les textes. Il faut aussi que les choses soient dites, vous avez raison, dites clairement. Parfois, il y a une grande confusion dans les esprits. Par ailleurs, il y a quand même sur la discrimination, il y a quand même des comportements de certains gouvernements qui sont inacceptables. Par exemple, une loi a été adoptée, qui a été très controversée, sur l'absence de signes religieux dans l'école. Ni kippa, ni croix, ni voile, pour parler vite. Mais un ministre a cru bon d'interdire à des mamans qui viennent chercher leurs enfants à l'école de ne pas porter sur elles un signe religieux, mais c'est inadmissible. C'était une manière, au fond, d'atteindre l'islam, d'établir une discrimination, et Dieu merci, l'actuel ministre a supprimé ce texte absurde. Alors, Medine est forcément d'accord avec ça. Rachid Benzine. Je crois qu'il faut faire attention parfois à la saturation de certains mots qui empêchent de penser. Je pense que la laïcité est devenue un mot qui empêche de penser ce que ce mot couvre ou veut voiler. Ou de trop penser, alors. Oui, mais je dirais que c'est devenu un mot idéologique, et quand il y a de l'idéologie, c'est très difficile d'en sortir, je dirais, de part et d'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la République française s'est construite avec l'idée de l'universel, mais surtout avec l'idée d'un citoyen abstrait. Or, aujourd'hui, nous avons l'émergence d'un certain nombre d'individus et de groupes. Et c'est ça, et cette société-là, c'est ce que j'appelle cette idée de la diversité, nous ne savons pas faire en France avec la diversité. Alors vous dites qu'il y a des choses qui sont un peu des notions qui sont mal comprises ou sacralisées. Quand on revient à la question des caricatures du prophète, vous dites finalement le mot Allah, qui est le mot Dieu, a été un petit peu galvaudé, qu'aujourd'hui le prophète, qui se dit lui-même être un homme comme tous les autres, est érigé comme un dieu. C'est de l'idolâtrie, vous dites, le fait de penser que les caricatures ont une importance particulière. En tout cas, l'islam contemporain est en train de subir à la fois une judaïsation et une christianisation. J'entends par judaïsation cette pratique excessive de la norme, entre ce qu'on appelle le licite et l'illicite. Ça, c'est l'orthopraxie juive. Et une christianisation par une espèce de sanctification de la figure du prophète, qui devient très importante, comme la figure de Jésus dans le christianisme. Ces dernières années, nous avions déjà le mot islam, qui n'est que 8 fois dans le Coran, qui avait supplanté complètement le mot Allah, Dieu. Là, nous avons le prophète qui est en train de supplanter Allah. Et donc, on ne sait plus Dieu et son prophète, c'est le prophète et son Dieu. Donc il y a une espèce d'inversion des valeurs. Et là, donc Mohammed devient... Alors j'aimerais bien avoir parce que là c'est très clair mais un peu compliqué. C'est très beau et je voulais connaître l'avis de Medine là-dessus. Là déjà c'est une partie théologique. Dans trouvez pas qu'il y a une sacralisation du prophète de l'islam au point de réagir de manière violente quand il y a un dessin? Alors si le sujet c'est les caricatures, je crois qu'il faut en revenir encore une fois à ce qu'on disait sur la laïcité, ce sens critique.
Je crois qu'on en manque, qu'on est en déficit de cet esprit critique qui nous permettrait de passer au-dessus justement de cette offense, de cette agression, appelez ça comme vous voulez sur le point de vue du religieux, mais il y a un sens critique qui doit nous permettre de dépasser cet humour. On a le droit de ne pas le trouver drôle, on a le droit de l'ignorer, tout un tas de droits nous est permis, mais je crois surtout qu'on a l'obligation de se cultiver davantage pour que ce genre de caricature, qui même si elle se veut méchante, même si elle se veut offensive, eh bien, ne nous atteigne pas. Parce qu'on a assez de connaissances et de culture pour pouvoir contrer ça avec cette connaissance et cette culture et répondre intelligemment. Je le fais artistiquement, avec un morceau de rap. Vu par 1 million de personnes. Mademoiselle, à vous, question. Mayada, étudiante en sociologie politique, dans le cadre de cette laïcité, quelles sont les règles qui définissent l'espace public et en même temps, qui sont les personnes qui mettent ces règles-là? En pratique. Très bien. Alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Jacques Lang, à l'instant, sur cette mère qui n'a pas pu aller chercher ses enfants parce qu'elle avait un signe religieux en dehors du cadre dans lequel s'applique strictement la laïcité. Et mademoiselle demande comment définir l'espace public par rapport à ces signes religieux et par rapport à la laïcité. La seule législation d'interdiction d'un signe religieux, c'est pour l'école des petits. Oui, on peut le comprendre. C'est une tradition d'ailleurs ancienne, encore que, à une époque, dans les écoles même républicaines, il y avait un crucifix, il y avait toute une série, on y enseignait le catéchisme. Donc, ça choquait moins certains que la présence, la pratique ou l'exercice du culte musulman aujourd'hui en France. Donc je pense en dehors de l'école, hein, bien sûr. En dehors de l'école. Oui. Non, l'espace public, bon, pour moi, il est libre. Hein. Pour moi, il doit être même préservé, caractérisé par la liberté. Voilà. Donc aucun texte d'ailleurs ne... Si, il y a un texte moi, que je n'ai pas voté quand j'étais député, parce que je pensais qu'il était difficilement applicable et qu'il pouvait heurter. C'est le texte qui interdit le port du niqab. Oui. Il y a un texte. Et qui a donné naissance d'ailleurs à toute une série... Pour des raisons d'ordre public d'ailleurs, pas forcément religieuses. Cacher son identité. Oui. Bon, on peut discuter sur ce sujet. Mais pour le reste, moi je considère que c'est la liberté qui doit l'emporter sur tout interdit. Rachid Benzine. Mais on voit bien dans ce que vient de dire Jacques Lang qu'en vérité c'est l'État qui est astreint à ce principe de laïcité, de neutralité, d'un agnosticisme quelque part en termes de croyance. Mais que l'espace public, c'est là où doit s'organiser la conflictualité. Mais la conflictualité à la fois des convictions politiques, philosophiques, mais aussi religieuses. Pourquoi? Parce que si finalement l'espace public n'est pas l'objet de conflictualité, certaines... conflictualité, de débats, de tensions... De débats, même parfois, je dirais parfois des débats qui peuvent être virulents. Il y a certaines croyances qui peuvent être dangereuses pour le vivre ensemble. Et donc l'espace public, et notamment l'école, ce sont des lieux pour débattre de manière critique, de manière rationnelle, sur un certain nombre, je dirais, de croyances qui ont été sacralisées. Et face à une croyance sacralisée, ce n'est pas la laïcité ni le fait religieux qui va résoudre le problème. C'est l'histoire. Quand un enfant arrive à l'école, pour parler plus simplement, et pense qu'on ne peut pas parler ni de son prophète, ni de sa religion, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui dire, mais je vais t'enseigner l'esprit critique? Non, l'histoire. Il faut qu'on introduise l'histoire comme dimension humaine, c'est-à-dire que les croyances sont liées à des états de société, à des états historiques. Toutes les personnes ne croient pas de la même manière selon l'histoire. Donc, le fait de rétablir l'histoire, c'est humaniser les croyances. Et ça, c'est le travail de l'histoire. Et alors que le problème du fait religieux en France, c'est que d'abord, nous n'avons pas suffisamment formé les gens, et ensuite, on est en train de saupoudrer ça un peu partout. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus rien au bout. François Durper, l'esprit critique, on en parle beaucoup aussi. On va régler la question. Alors, il y a les principes laïques, mais il y a aussi le développement de l'esprit critique. Ça demande du temps. Et ça demande des connaissances. Oui. Et là, on ne parle pas de laïcité, on parle de rationalité, d'enseigner la rationalité. Comment penser par soi-même? Il y a deux dimensions dans cette laïcité. Laïcité, laikos en grec, ça veut dire le peuple. Hein. Donc, il y a deux dimensions. Penser par soi-même, c'est une dimension individuelle, et vivre ensemble. C'est la dimension
collective. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être de passer d'une laïcité que je disais pessimiste, on refuse toutes les croyances parce qu'on pense qu'elles vont pas pouvoir s'entendre, à une laïcité optimiste. C'est-à-dire qu'on accepte, d'ailleurs, pas toutes les croyances, on accepte toutes les options spirituelles, y compris celle de ne pas croire. Bon. Mais c'est pas uniquement le rôle de l'école, ça peut être par exemple le rôle des médias. Juste un exemple très concret. Hier, je suis dans le RER A, et je vois une quinzaine de jeunes antillais, africains, qui distribuent des paniers repas à des SDF. Je leur demande, qu'est-ce que vous faites là, etc. Ils me disent, on appartient à une église évangélique, etc. Et on distribue, comme toutes les semaines, des paniers repas. Est-ce que vous avez vu un reportage à la télévision française sur ces centaines et centaines de jeunes qui ne font pas le djihad, qui chantent du gospel, qui ne vont pas tuer des gens, qui simplement distribuent des paniers repas. Non, vous avez, y compris sur le service public, des émissions religieuses le dimanche matin, mais ces options spirituelles, eh bien, elles sont pas présentes, on en a peur, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On préfère ne pas en parler. C'est important, ça fait partie de notre société. Alors, Médine, François Durper a parlé du djihad, il a prononcé le mot, on ne l'avait pas encore prononcé pendant l'émission, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Vous pensez avoir un rôle pour empêcher ou dissuader certains jeunes en mal d'aventure? On a compris qu'ils ne connaissaient pas grand-chose à la religion, ils n'avaient pas forcément beaucoup de bagages, y compris en termes d'esprit critique. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer un rôle? Je répète que vous faites ce clip, que vous êtes très suivi par des jeunes musulmans aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est un clip qui, malheureusement, a été taxé d'être le marketing du djihad. Or, je rappelle à ces détracteurs, à ces gens qui voient en moi un poseur de bombes plus qu'un démineur, que je suis en réalité. En 2005, je sortais un album qui s'intitulait Djihad. Le plus grand combat est contre soi-même. C'était le sous-titre de cet album. L'utilité de ce terme, l'utilisation de ce terme était à double sens. À la fois, il devait rassurer le non-musulman sur ce qu'était le terme de djihad, à savoir au sens étymologique. Qu'il s'agissait d'un effort que l'on fournissait, avant tout sur soi. Ça, c'est ce que je redéfinissais. Mais l'utilité était aussi tournée en direction des jeunes issus des quartiers populaires, qui sont pour la plupart issus de la communauté musulmane, et qui pourraient avoir une compréhension biaisée de ce qu'est le djihad, et avec saupoudré là-dessus de faibles connaissances géopolitiques, et pourrait avoir des tendances à la radicalisation. Et le simple fait de redéfinir le terme djihad comme étant un effort que l'on met sur soi-même pour s'améliorer, pour améliorer son attitude, son comportement, son état d'esprit, son effort intellectuel, eh bien, c'était l'unique but. Aujourd'hui, je m'en vois taxé comme étant le marketeur de ce djihad. C'est toujours assez marrant de se voir taxé. Il n'y a aucune ambiguïté, même si une partie du clip est assez dure, rude. Ce qui est dur, c'est le regard que l'on porte sur ce clip-là. Je n'ai simplement fait que de poser une caméra dans un quartier, et il y a des jeunes de banlieue, les fameux jeunes de banlieue que l'on fantasme partout, qui dansent, ou du moins qui ont une attitude, leur attitude au quotidien. Le fait que l'on voit de la violence là-dedans, le fait que l'on voit quelque chose d'hostile, me paraît justement très violent symboliquement. C'est le regard que l'on porte là-dessus. Il n'y a aucune scène de guerre, il n'y a aucune arme, il n'y a aucune insulte, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre dans ce clip. Et ce qui me frappe profondément, c'est qu'on puisse avoir un regard tout de suite de suspicion quand il s'agit de jeunes de banlieue qui ont en réalité, qui sont dans un morceau de rap, dans un clip de rap. Et on ne juge pas un clip de rap comme on juge un pamphlet apologiste, comme on juge une idée politique. Alors, 10 ans après ces fameuses émeutes de banlieue, puisque vous parliez des jeunes de banlieue, alors Jacques Lang, aujourd'hui, est-ce qu'il faut aussi regarder cette question de la laïcité, ça sera ma dernière question, d'un point de vue social et économique? Oui, ne mélangeons pas tout, parce que c'est une autre manière. Enfin, autant je suis laïque profondément et pour le respect des religions et de la liberté, autant je réprouve l'utilisation du mot laïque pour établir des discriminations. Et je crains que dans l'esprit de certains, on veuille montrer du doigt les jeunes de banlieue en utilisant à tort et à raison, sur n'importe quel mode, ce mot de laïcité qui n'est qu'un cadre.
ce qui n'est qu'un instrument de notre coexistence en commun, ensemble, dans cette France qui est quand même plutôt belle. Et je veux dire, et aussi, nous sommes aujourd'hui dans cet Institut du monde arabe qui présente une exposition sur le Maroc. Voilà. Et ce qui me plaît dans le Maroc, qui n'est pas plus parfait que nous ne le sommes nous-mêmes, ça va faire plaisir à Rachid Benzine. La constitution marocaine, dans son préambule, il est dit que le Maroc revendique la diversité de ses héritages, de ses religions et de ses cultures. Et il est dit en toutes lettres, héritage musulman, héritage africain, héritage hébraïque, héritage berbère. Eh bien, je crois que, naturellement, la République est une, mais en même temps, elle est multiple. C'est ça la force, la beauté, c'est que nous sommes constitués depuis des siècles par une multitude d'affluents. Moi, je préfère un hymne à la diversité plutôt que l'intolérance qui, malheureusement, parfois est pratiquée par certains. Et enfin, pardon, ne soyons pas pessimistes. Je pense que nous avons réussi à construire cette société où chacun respecte chacun. Et naturellement, il faut mettre fin aux injustices sociales. Et les conditions de vie et d'habitat dans certains quartiers sont inacceptables. Et j'espère qu'on va prendre des mesures pour les rendre plus acceptable. Un mot de François Durper. Ce dont on a parlé, c'est d'abord de vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, certains, on l'a vu, utilisent le mot laïcité, pas dans son vraie acception, mais pour refuser, parce qu'ils ont peur de vivre ensemble, on le sait. Et puis d'autres utilisent le mot islam pour défendre leur identité. C'est ce que disait Hamid Malouf, quand vous êtes agressé dans votre religion, eh bien, vous réagissez en affichant les signes ostensés. Pour aller vers l'autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute, mais pour avoir les bras ouverts, il faut avoir la tête haute. Merci infiniment, monsieur. Merci, Jack Lang. Merci, Rachid Benzine. Merci, François Durper. Merci, Médine. Merci à tous les étudiants et à toutes les étudiantes qui étaient là avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un autre débat dans Toutes les France.